Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui consacrée à une notion importante qui est inscrite dans le programme d'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales en classe de première. C'est une notion un petit peu technique qu'on appelle effet d'éviction. Pour être bien maîtrisée, cette notion nécessite un certain nombre de prérequis, des notions préalables qu'on va commencer par rappeler. Si on jette un coup d'œil au programme, on constate que cette notion d'effet d'éviction se trouve dans le questionnement qui s'intitule « Comment les agents économiques se financent-ils » Plus précisément, la notion se trouve à la fin de ce questionnement. Alors c'est important d'observer ça parce qu'en réalité, si la notion se trouve à la fin de ce questionnement, c'est qu'elle suppose, pour être maîtrisée, que plusieurs notions soient préalablement assimilées, notamment les notions de besoin de financement, de capacité de financement, mais aussi celle de taux d'intérêt, celle de marché des fonds prêtables, celle de revenus disponibles, en particulier comprendre que le revenu disponible se répartit entre consommation et épargne, savoir expliquer qu'est-ce que c'est que le financement externe, notamment à travers les obligations, connaître et savoir expliquer la notion de solde budgétaire, notamment celle de recettes budgétaires et celle de dépenses budgétaires. À toutes ces notions, je voudrais en rajouter encore une autre qui n'est pas explicitement inscrite dans le programme, mais qui me paraît néanmoins indispensable à une bonne compréhension de ce que c'est l'effet d'éviction. Cette notion, ou plutôt ce mécanisme, je devrais dire, c'est l'équilibre ressources-emploi, indissociable d'une autre notion qui est plutôt au programme de seconde et que donc vous devez connaître, qui est celle de PIB, de produit intérieur brut. Si vous ne la maîtrisez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que je consacre à cette question. Je vous propose maintenant de passer à la première étape qui va consister à construire le modèle nous permettant de comprendre ce que c'est qu'un effet d'éviction. Pour construire notre modèle, on va s'appuyer sur l'observation des statistiques. En l'occurrence, ici, les statistiques fournies par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On va regarder en particulier un chiffre qui est celui du PIB, le produit intérieur brut, pour constater qu'en 2017, ce PIB s'élevait à 2291,7 milliards d'euros. On constate que ce chiffre peut être obtenu de deux façons. La première façon, vous la connaissez, c'est l'approche par la demande qui se réfère à l'équilibre ressources-emploi. On fait juste un rappel là-dessus. Les ressources de l'économie, donc Y, le PIB, c'est la valeur des biens et des services qui sont produits par les agents résidents. Ces ressources sont utilisées par les ménages pour leur consommation, ou bien pour leurs investissements lorsqu'ils acquièrent un logement, ou bien par les entreprises lorsqu'elles investissent dans du capital fixe. Ces ressources, une partie de ces ressources sont exportées, c'est-à-dire vendues en direction des agents non résidents. Une partie de ces ressources sont utilisées par le gouvernement lorsqu'il fait des investissements publics ou bien qu'il finance l'armée, la justice ou bien encore l'éducation par exemple. On rajoute les variations de stock pour équilibrer l'équation et on n'oublie pas de retrancher les importations car les importations sont des ressources qui ne sont pas produites dans le pays mais qui sont produites par des agents non résidents. Je souligne d'ores et déjà que la différence entre les exportations et les importations renvoie à quelque chose d'important qui va nous servir pour la suite de la vidéo, qui est le solde extérieur. La deuxième approche, l'approche par les revenus, nous permet également d'obtenir le PIB, mais en partant du revenu disponible de l'économie. Effectivement, en faisant le total des revenus, travail, capital, et en ajoutant toutes les taxes qu'on enlève habituellement sur les revenus, impôts sur le revenu, TVA, etc., on retrouve le PIB. Donc on voit qu'il y a en réalité deux équations différentes pour retrouver le même résultat. L'approche par la demande, l'approche par les revenus. On obtient donc deux expressions équivalentes du PIB.
ce qui nous permet d'écrire une nouvelle égalité. Maintenant que l'on a ces deux expressions du PIB, on est armé pour aller au bout de notre modèle. On sait que le revenu disponible peut être utilisé sous forme de consommation ou d'épargne, ce qui nous permet d'écrire l'égalité suivante. On voit que la consommation des ménages apparaît à gauche et à droite de notre équation, d'où cette écriture simplifiée. En réarrangeant les éléments de notre équation, on arrive à l'égalité suivante. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici qu'on a fait apparaître le solde extérieur. On observe également qu'on a fait apparaître la capacité ou le besoin de financement privé, c'est-à-dire des entreprises et des ménages. Et enfin, T-G représente le solde budgétaire, SB, donc on peut écrire ça. On voit donc que le solde budgétaire est une fonction du solde extérieur et de la capacité ou du besoin de financement des entreprises et des ménages. Une autre façon de dire les choses est de dire que la capacité ou le besoin de financement public a un effet sur le solde extérieur ou bien sur la capacité et le besoin de financement des agents privés. Et on va voir qu'il y a effet d'éviction lorsque le financement du budget public va se faire au détriment du budget privé. Pour bien comprendre les implications de cette équation, il faut imaginer maintenant que le gouvernement décide de faire une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire qu'il va fortement augmenter les dépenses budgétaires au point de créer un solde budgétaire négatif qu'on va appeler déficit budgétaire. Bien entendu, un déficit budgétaire doit être financé, ce qui se traduit par des emprunts supplémentaires. Et c'est là que va intervenir notre effet d'éviction. Pour clarifier les idées, on va s'appuyer sur une représentation graphique. On constate ici que plus le solde budgétaire se dégrade, autrement dit, plus on fait une politique de déficit budgétaire, et plus le solde extérieur, donc la différence entre les exportations et les importations, se dégrade également. Comment interpréter ça? La dégradation du solde budgétaire, sous l'effet, on l'a dit, de l'augmentation des dépenses budgétaires, entraîne une hausse des importations. En effet, la dégradation du solde extérieur ne peut être provoquée que par une hausse des importations qui serait supérieure à celle des exportations, ou bien par le fait que les importations augmentent et que les exportations baissent. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque le gouvernement fait davantage de dépenses? Ce sont les revenus des ménages et des entreprises qui augmentent, et on peut penser que, en tout cas on le sait par expérience, que plus les revenus des ménages et des entreprises augmentent, et plus les dépenses ont tendance à se faire sur des produits importés. Deuxième graphique, là encore on observe que plus le solde budgétaire se dégrade, c'est la même chose que tout à l'heure, et plus cette fois-ci la capacité de financement de l'économie augmente. Comment interpréter ça? Là encore, la dégradation du solde budgétaire, sous l'effet toujours de l'augmentation des dépenses budgétaires, contribue à augmenter l'épargne des ménages et des entreprises, ou bien à baisser leur investissement. On touche là à l'effet d'éviction. Il y aura effet d'éviction chaque fois que la hausse des dépenses budgétaires, entraînant une hausse des besoins de financement et donc d'endettement, va se faire au détriment de l'investissement des ménages et des entreprises. Il nous reste maintenant à expliquer d'où peut bien provenir l'existence éventuelle d'un tel effet d'éviction. Une première explication réside dans les anticipations de hausse d'impôts futurs. En effet, les ménages peuvent penser que cette hausse des dépenses budgétaires
impulsée par l'État va pousser l'État à trouver des nouvelles sources de financement, ce qui pourra passer par l'impôt. Auquel cas, les ménages diminuent leur consommation et augmentent leur épargne afin de pouvoir payer plus facilement ces impôts futurs. Une deuxième explication réside dans la préférence des investisseurs pour le financement de la dette publique. Effectivement, la hausse des dépenses budgétaires suppose que l'État va s'endetter, qu'il va avoir recours à du financement externe et les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont de l'épargne à placer, peuvent juger intéressant, parce que c'est vrai que c'est un placement sûr, peu risqué, de placer leur épargne dans des titres publics plutôt que dans l'investissement privé, ce qui va donc diminuer l'investissement des agents privés. Troisième explication, la hausse des taux d'intérêt. Effectivement, si l'épargne privée se place davantage sur des titres publics, alors il y a moins d'épargne disponible pour financer les investissements privés. C'est ce qui se passe ici sur le marché des fonds prêtables. Auquel cas, cette baisse de l'épargne privée va se traduire par une augmentation des taux d'intérêt. Or, si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement devient plus cher, c'est donc plus difficile d'investir. Il y aura donc, là encore, une baisse de l'investissement privé. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Assurez-vous que vous êtes capable d'expliquer que la dégradation du solde budgétaire se fait au détriment des échanges extérieurs, en entraînant une dégradation du solde extérieur, mais aussi au détriment de l'investissement privé et à l'avantage de l'épargne. C'est dans ce second cas qu'on parlera d'effet d'éviction. C'est-à-dire que lorsque l'État augmente ses dépenses budgétaires, cette hausse des dépenses budgétaires peut décourager l'investissement privé et au contraire encourager des comportements d'épargne privée supplémentaires. J'espère que cette vidéo vous a paru claire. Je vous dis à bientôt.